de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, les bombes continuent de tomber à Alep après près de 3 mois de siège. Les bombardements sur les quartiers rebelles se sont encore intensifiés depuis plusieurs jours. Dans les airs, l'armée russe vient en appui aux forces de Bachar el-Assad. Côté diplomatique, la rupture est toute proche entre Moscou et Washington. John Kerry, le secrétaire d'État américain, évoque des bombardements inexcusables et une éventuelle suspension des discussions. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a lui aussi reconnu que des négociations sont très difficiles à mener sous les bombes. Le récit de Julien Cheida. Alep-Est, bombardé sans relâche, et des habitants qui vivent dans la peur. Depuis une semaine, l'armée du régime syrien pilonne ces quartiers contrôlés par la rébellion. Pour les Nations Unies, la situation ne peut plus durer. Alep, à cet instant, n'est pas au bord du précipice. La ville glisse déjà vers l'abîme impitoyable de la plus grave catastrophe humanitaire jamais vue en Syrie. Cette situation a envenimé les relations entre Washington et Moscou, l'allié de Damas. Les États-Unis menacent d'arrêter toute coopération avec la Russie. Je crois que nous sommes au bord de la suspension de la discussion, parce que c'est irrationnel dans le contexte de ces bombardements qui ont lieu. Une rhétorique non constructive d'après Moscou qui appelle les Américains à mettre en œuvre leurs obligations. Une fois de plus, nous réclamons une séparation stricte entre la soi-disant opposition et les groupes terroristes. Nous avions demandé aux États-Unis et aux pays influents dans la région de se charger de cette tâche. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, l'accord de paix pourra être respecté. La situation est dans une impasse. Alep-Est n'est plus qu'un champ de ruines, dans lequel vivent encore au moins 250 000 personnes. 8 avions de combat ont décollé ce vendredi du porte-avions français Charles de Gaulle, déployé depuis 10 jours en Méditerranée avec près de 3000 hommes. Les Rafales ont fait cap sur Mossoul, bastion de Daesh en Irak. D'après plusieurs responsables occidentaux, la bataille de Mossoul, contrôlée par le groupe État islamique depuis 2014, pourrait être lancée en octobre. Les explications de Cécile Galluccio. C'est la 3e fois en moins de 2 ans que le porte-avions français est engagé dans la lutte contre le groupe État islamique. À son bord, 2 avions de guet aérien, un avion de patrouille maritime, 4 hélicoptères et pas moins de 24 rafales. Ce vendredi, 8 ont été catapultés. Des envols qui pourraient signer un nouveau tournant dans la guerre. On a participé à un certain nombre de phases de la lutte contre Daesh. La phase qu'on entame maintenant en est une, on y est prêt. Avec le déploiement du Charles de Gaulle, la capacité de frappe française est multipliée par 3. Objectif, la reprise de Mossoul, au nord de l'Irak, ville stratégique aux mains des djihadistes depuis 2014. Plusieurs responsables occidentaux ont laissé entendre que l'offensive pourrait être lancée en octobre. Actuellement, environ 4000 soldats français sont déployés dans la région. Sur le porte-avions donc, sur les bases aériennes en Jordanie et aux Émirats, où 12 rafales sont d'ailleurs stationnées. Également présents en Irak, 500 instructeurs militaires. La mission du porte-avions, elle, est envisagée jusqu'à fin octobre. Ce sera la dernière avant un bon moment. Un arrêt technique de 18 mois est prévu début 2017. L'invité de ce journal, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, monsieur Salouane. Bonsoir, monsieur Berberi. Alors, on l'a vu, l'actualité dans la région très brûlante. Au Liban aussi, Saad Hariri, le chef du courant du futur, opère ces derniers jours une opération, de la dernière chance peut-être, dans un contexte, je le disais, très tendu dans la région, pour éventuellement faciliter, paver la voie à l'élection présidentielle. Le chef du courant du futur devrait rencontrer aujourd'hui le chef du bloc parlementaire du changement et de la réforme, Michel Aoun, et le leader des forces libanaises, Samir Jarjah. À votre avis, est-ce que cette tournée justement auprès des leaders chrétiens a des chances d'aboutir justement à un règlement de la crise présidentielle? Plutôt, je répondrai par une question. En quoi changeraient ces interventions et ces réunions? Chaque leader campe sur sa position. Mais le plus important de tous ces leaders, ou soi-disant leaders, si je puis dire, reste M. Berri.
M. Berri, le président Berri, qui est le Pygmalion de la scène politique libanaise. M. Berri qui joue un double rôle sur la scène politique libanaise, essentiellement au niveau des élections présidentielles. Le premier rôle, c'est celui du porte-parole caché du Hezbollah. Donc, ce que le Hezbollah ne peut pas déclarer, c'est M. le président Berri qui le déclare. Et d'un autre côté, c'est le plus grand requin, si je puis dire, au niveau des négociations intercommunautaires. Il veut la plus grande part du gâteau, aussi bien au niveau économique que financier, que politique, et c'est lui qui gère un peu le grand jeu, le monopoly politique. Donc, à écouter M. Berri, je ne crois pas que nous allions vers des élections présidentielles de sitôt. M. Hariri essaye, en entamant toutes ces discussions, tous ces entretiens, essaye, si je peux me permettre, de jouer le rôle du Ponce Pilate. À votre avis, pourquoi le chef du Parlement, Nabi Berri, souhaite un accord global avant de donner son feu vert justement à ces tractations politiques en cours? Mais écoutez, pourquoi M. Berri voudrait-il l'élection d'un président de la République et pourquoi voudrait-il éventuellement l'élection du général Aoun en tant que président de la République? Quel intérêt a-t-il? Je pense que c'est plutôt un jeu de, comme je l'ai déjà spécifié, un jeu de Monopoly, un jeu de Scrabble entre toutes ces personnalités qui croient détenir les clés des élections présidentielles, qui doivent détenir les clés d'une quelconque solution, même au niveau national et même au niveau régional. Mais toutes ces personnalités essayent, à travers ces entretiens, de mieux mesurer leur gain, de mieux Parce qu'on évoque également en coulisses des discussions déjà sur la formation éventuellement du gouvernement, les portefeuilles clés. Ah bien sûr, il y a... Et la loi électorale, ne l'oublions pas. C'est la loi électorale parce que nous sommes à la veille des élections parlementaires d'ici 8 mois presque, donc nous avons entre 4 et 6 mois avant les élections législatives. 6 élections présidentielles, il y a donc formation d'un gouvernement, et là, ce n'est pas un petit jeu d'enfant, c'est un peu l'avenir de toutes les factions politiques qui est en jeu. 3, n'oublions pas que nous avons le pétrole, le gaz et toutes les richesses et les ressources naturelles de ce pays qui sont en jeu. Je ne pense pas que toutes ces personnalités-là, toutes confessions confondues, vont laisser faire le jeu sans pour autant rafler toute la mise. Et en fin de compte, c'est le peuple qui va payer les pots cassés. À votre avis, est-ce que le chef des Maradas, Slimane Frangieh, va justement retirer sa candidature pour paver la voie, notamment à l'élection de Michel Aoun à la présidentielle? Je crois que le ministre Frangieh a un rôle qui n'est plus prépondérant à ce niveau-là. Dès que la décision d'élire un président de la République est prise au niveau régional et international, et ce sera juste à lui d'accepter, de se laisser faire, ou bien d'être éventuellement élu. Il y a toujours justement, parce qu'il y a plusieurs voix hostiles à l'élection de Michel Aoun à la présidentielle. On note notamment l'ancien Premier ministre Najib Mikati qui, je cite, « Le discours adressé par Michel Aoun aux sunnites reste provoquant. Je crains que son élection ne renforce l'extrémisme sunnite. » Ben écoutez, mon avis, mon point de vue, mon analyse, c'est que le président Hariri est venu pour faire part à toutes les factions politiques chrétiennes essentiellement de la décision et non seulement de la communauté sunnite, mais un peu régionale, arabe, que non plus seulement l'élection de Michel Aoun est impossible, même la candidature de Michel Aoun est mise en jeu. Hélas, dans ce pays actuellement, nous avons dépassé, si vous voulez, le stade de patauger dans la médiocrité. Nous nous engouffrons dans l'absurde. Et c'est pour cette raison que tout ce qui se passe, c'est comme si nous pataugions dans l'eau
c'est le même effet que celui d'une épée dans l'eau. C'est le fait de se laver les mains et de jouer le rôle de Ponce Pilate à tous les niveaux. Et hélas, nous, en tant que peuple, en tant que citoyens, nous payons les pots cassés à tous les niveaux, aussi bien social que matériel, que financier, qu'économique. Et nous allons vers un vacuum total constitutionnel si d'ici quelque temps nous n'arrivons pas à choisir une personnalité chrétienne qui pourrait être élue président de la République et qui pourrait d'une certaine manière au moins sauver l'État du Grand Liban, l'identité de ce pays qui est celle de vivre bien, de vivre ensemble, chrétiens et musulmans, bien que l'État du Liban, l'État du Grand Liban a été bien créé pour assurer aux chrétiens libanais, aux chrétiens d'Orient une présence étatique, une assurance dans cet Orient qui est assez mouvementé. Monsieur Salouane, restez des nôtres. Je vous propose de cette courte pause. On se retrouve tout juste après pour commenter les obsèques de Shimon Peres, l'ancien président israélien. C'était ce matin à Jérusalem. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info avec mon invité Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Alors je disais, Monsieur Salouane, l'autre grand titre de l'actualité aujourd'hui, ce sont ces obsèques nationales de l'ancien président israélien Shimon Peres à Jérusalem. Le cercueil du lauréat 1994 du prix Nobel de la paix a été donc mis en terre à quelques mètres de celui d'Yitzhak Rabin, autre Nobel de la paix 1994. Une congrégation exceptionnelle de chefs d'État et de gouvernement, de ministres, diplomates et d'officiers de tous bords y ont assisté. Je vous propose ce sujet signé Antoine Fenot. Sous le regard de ses proches et de plusieurs chefs d'État, le cercueil de Shimon Peres est mis en terre, recouvert de cette terre d'Israël qu'il a aimée, défendue et contribué à créer comme père fondateur. Des funérailles où sa mémoire a été honorée par sa famille et de nombreux chefs d'État, à commencer par le président Obama. Il avait compris de son expérience que la vraie sécurité est celle que l'on obtient après avoir fait la paix avec ses voisins. Nous les avons toutes gagnées, disait-il, des guerres d'Israël. Mais nous n'avons jamais obtenu la plus grande victoire que nous recherchions, être débarrassés du besoin de remporter des victoires. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a assisté à ces funérailles. Une initiative personnelle du leader palestinien est critiquée dans son propre camp. Juste avant le début de la cérémonie, il a croisé Benyamin Netanyahou. Poignée de main brève et tendue entre les deux hommes. Depuis des années, Mahmoud Abbas ne s'était pas rendu à Jérusalem. Symbole de plus d'une paix toujours à conquérir et obsession de Shimon Peres durant toute sa vie. Puis un jour, nous en sommes arrivés à la question fondamentale pour Israël. Qu'est-ce qui est le plus important? La sécurité ou la paix? Et il me disait, Benjamin, la paix, c'est la sécurité véritable. Lorsqu'il y aura la paix, il y aura la sécurité. Shimon Peres est enterré au cimetière militaire du Mont Herzl. Il repose aux côtés des grands hommes de l'État hébreu, comme l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin, avec qui il avait signé les accords de paix israélo-palestiniens d'Oslo. Alors, Monsieur Salouane, Barack Obama était en Israël ce matin face à, je cite, l'un de ses échecs. C'est le titre de nos confrères de RFI ce matin. À quelques mois de la fin de son mandat, justement, il se tenait aux côtés de Bill Clinton, l'ancien président américain, parrain des accords d'Oslo. À votre avis, avec les funérailles de Shimon Peres, est-ce qu'on a l'impression peut-être d'assister aux funérailles aussi des accords d'Oslo? Écoutez, bien qu'on considère l'État d'Israël comme État ennemi du Liban, on ne peut pas ne pas considérer certains hommes d'État comme de grands hommes d'État dans la région. Shimon Peres comme Yitzhak Rabin étaient des hommes de guerre, comme ils ont été des hommes de paix. Et je peux affirmer que c'était de vrais hommes de paix qui avaient cru à un certain moment à la possibilité d'instaurer la paix entre Israël et la Palestine, donc Israéliens et Palestiniens. Et pour instaurer la paix entre deux peuples, entre deux communautés, il faut bien s'accepter mutuellement. Hélas,
après l'assassinat de Rabin et la mort de Pérez, du président Pérez, et essentiellement quand le chef du gouvernement Netanyahou a déclaré que Israël était l'État des Juifs et non plus un État démocratique acceptant tout le monde, c'est qu'il refuse d'une certaine manière la possibilité de vivre ensemble dans un même État israélite, juif et des membres d'autres communautés. Alors à partir de ce moment, oui, il y a un grand problème du processus de la paix. Et hélas, l'agenda du gouvernement israélien n'a pas été de pair avec l'agenda du président Obama. Et je me souviens des propos du président Obama au Caire où il avait promis qu'on arriverait à écouter la voix des Arabes, des musulmans arabes, aussi bien dans les pays du Moyen-Orient qu'en Palestine, en Israël. Et je pense qu'à ce niveau-là, il a capoté. Et tout ce que le président Clinton a essayé de faire au niveau des accords d'Oslo, aussi, d'une certaine manière, nous voyons un capotage total de ce processus, quitte à ce qu'il y ait miracle prochainement et instauration d'un nouveau processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. L'image forte de ces funérailles aujourd'hui, c'était la poignée de main et les quelques mots échangés entre le président de l'autorité palestinienne et le Premier ministre israélien autour du cercueil de Shimon Peres. « Je suis ravi de vous voir ». Cela faisait longtemps, a assuré Mahmoud Abbas en anglais au chef du gouvernement israélien. La présence de Mahmoud Abbas fut d'autant plus remarquée qu'il était l'un des rares dirigeants arabes de haut niveau justement à se rendre en Israël pour l'occasion. Aucun chef d'État ou de gouvernement arabe n'a fait le déplacement. On écoute, je vous propose la réaction du porte-parole du Hamas dans la bande de Gaza. Le Hamas condamne la présence de Mahmoud Abbas aux funérailles du criminel Shimon Peres. Il considère que c'est un geste de mépris pour le sang des martyrs et la souffrance du peuple palestinien. C'est à la fois une couverture et un encouragement à la normalisation de l'occupation israélienne. Merci Monsieur Salouane pour votre intervention dans le journal. Avant de se quitter, je vous propose de rester avec nous puisque c'est une fin spectaculaire aujourd'hui pour une mission spatiale historique. La sonde européenne Rosetta s'est écrasée volontairement ce vendredi à la mi-journée sur la comète Chury, signant la fin d'une odyssée spatiale de plus de 12 ans, auréolée de plusieurs succès. Rosetta a récolté une abondante moisson de données qui occuperont les scientifiques pendant plusieurs décennies. Le récit de Florence Gaillard. 12 années d'une aventure spatiale exceptionnelle. Le voyage de Rosetta débute en mars 2004 dans le ciel de Guyane, avec pour objectif de suivre et d'observer les comètes. Mission accomplie pour la sonde sous les vivas de l'Agence spatiale européenne. Il y a 2 ans, elle réussit à poser le robot Philae sur la comète Chury. Après un atterrissage mouvementé, Philae privé d'énergie solaire s'endort pour finalement se réveiller et commencer son travail de forage. Ça nous a permis de regarder, d'avoir in situ des observations sur ce qu'étaient les origines de la vie et nous avons accumulé des dizaines d'heures de données. Autre particularité de la mission, la popularité de ses protagonistes. L'agence européenne donne régulièrement des nouvelles du robot et de la sonde grâce à des animations et des messages envoyés sur les réseaux sociaux. Comme Philae, Rosetta tire sa référence au sommet de sa gloire. J'utiliserai l'analogie d'un groupe de rock des années 60-70 qui continue encore à faire des concerts alors qu'ils ne peuvent plus chanter. Ce que nous voulons faire avec la rockstar qui se nomme Rosetta, c'est l'arrêter tant qu'elle est au top. Ce sera le meilleur concert, le meilleur spectacle. Après avoir parcouru 7 milliards de kilomètres, Rosetta risquait de manquer de puissance. Il est donc temps pour elle de prendre sa retraite et de s'éteindre. Son odyssée se finit sur la comète Chury, à quelques kilomètres du robot Philae. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. À très bientôt.